Et du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, j'ai envie de partir à l'étranger». C'était devenu en fait un besoin. Il faut savoir que Berlin, comme beaucoup de capitales, c'est une ville où il y a énormément d'étrangers qui viennent s'installer. C'est une ville qui est très demandée, qui est très à la mode. Se loger, c'est compliqué. En fait, il y a de la compétition pour tout, pour trouver un logement, trouver un travail. Faut vraiment se battre pour faire sa place. Quand on idéalise trop une ville, c'est pas forcément bien non plus. Il faut aussi voir tous les côtés positifs et négatifs pour savoir est-ce qu'on aime vraiment cette ville? Est-ce qu'on veut vraiment y habiter, en fait? Au-delà de l'aspect touristique, au-delà de l'aspect, cool et cetera. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à tous, moi c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Mais tout d'abord, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très belle année 2021. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter et à interagir entre vous et avec nous sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Elodie. C'est après une remise en question personnelle qu'Elodie décide de partir à l'aventure pour se retrouver, se renouveler. Son choix se porte tout d'abord sur l'Australie. Mais son niveau d'anglais n'est pas très bon. Elle se rend compte qu'il lui sera difficile de faire ce voyage si elle ne peut pas communiquer. Elle décide alors de s'améliorer avant d'envisager de partir. Lors d'échanges linguistiques en ligne, elle y rencontre son copain qui est anglais. Il décide alors de vivre 1 an en Angleterre. Cette première expatriation, comme le dit Elodie, l'a un peu vaccinée, car elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi difficile de s'intégrer dans un pays pourtant proche de la France. Mais déterminé et motivé, ils retentent l'expérience, et cette fois à Berlin, leur ville coup de cœur. C'est depuis la capitale allemande qu'Elodie nous parle. Elle nous emmène découvrir une ville dynamique où la culture et les arts sont très présents. Elodie nous explique les défis personnels et professionnels qu'elle relève au quotidien et nous transmet l'envie de découvrir cette ville. C'est donc parti pour découvrir l'histoire d'Elodie. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Bonjour Elodie, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien ici à Berlin. Voilà, justement, tu nous dis où tu es. Donc Elodie, tu vis à Berlin. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire depuis quand tu vis à Berlin et qu'est-ce qui t'a amené à t'expatrier dans cette ville européenne? Alors donc, j'ai 30 ans et du coup, j'habite, à Berlin depuis 2 ans et demi. Heu, voilà, donc D'accord. j'ai choisi de m'expatrier par coup de cœur, en fait. C'est vraiment, je suis tombée amoureuse de la ville suite à un voyage et ensuite suite à une rencontre avec une personne qui a adoré aussi la ville. Donc on a choisi, en fait, cette ville délibérément, sans avoir de travail avant. Enfin, on est un peu partis à l'aventure ici et ça a été un peu une épopée. Vous êtes arrivé à Berlin il y a 2 ans et demi. Quand tu dis nous, tu parles de ton conjoint, c'est ça? Voilà, donc en fait, j'ai déménagé avec, mon copain, qui lui est, anglais et qui a effectué son Erasmus à Berlin, donc c'était il y a quasiment 10 ans, sachant que nous on se connaît depuis, bientôt 4 ans et voilà, donc on est partis tous les 2 effectivement. D'accord, belle aventure de couple, mais aussi personnelle, parce que si vous n'aviez pas de travail l'un et l'autre, ça doit être quelque chose à mettre en place et de d'oser faire. Bah, c'est vrai que ça a été assez, folklorique et c'était plutôt inattendu, en fait, si tu veux, avant, moi j'ai vécu 1 an en Angleterre, donc avec mon copain qui est anglais et bah, on va dire que j'ai vécu un gros choc culturel. C'était la première fois que je vivais à l'étranger. Hem, donc ouais, je pensais que j'étais un peu vaccinée, après cette expérience et je me suis dit: «C'est bon, Berlin, c'est une ville internationale, on va être tous les 2, ça va pas être si difficile que ça» et en fait, bah, ça a été, ouais, plus compliqué que prévu, notamment pour la recherche de logement. Faut savoir que Berlin, comme beaucoup de capitales, c'est une ville où il y a énormément d'étrangers qui viennent s'installer. C'est une ville qui est très demandée, qui est très à la mode et pour se loger, c'est compliqué. En fait, il y a de la compétition pour tout, pour trouver un logement, pour trouver un travail. Faut vraiment se battre pour faire sa place. Donc la première année ça a été un petit peu la dégringolade. J'avais un idéal en fait et ça s'est un peu cassé la figure. Mais D'accord. enfin voilà, mais pour le mieux parce qu'au final, c'est pas forcément, quand on idéalise trop une ville,
C'est pas forcément bien non plus. Il faut aussi voir tous les côtés positifs et négatifs pour savoir est-ce qu'on aime vraiment cette ville? Est-ce qu'on veut vraiment y habiter, en fait? Au-delà de l'aspect touristique, au-delà de l'aspect, cool et cetera. Tout à Il fait. faut Ouais, quand on choisit d'habiter quelque part, enfin, il faut qu'on accepte. Qu'il y aura des hauts et des bas, quel que soit l'endroit où on vit en fait. Et effectivement, d'arriver à prendre de la mesure des bons côtés et des mauvais dans chaque endroit. Oui, voilà, c'est ça et surtout que quand on n'est pas chez soi, il y a déjà le fait de devoir s'intégrer. Il faut accepter, le fait d'être, étranger et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a déjà en Angleterre, ça m'avait beaucoup marquée. Je trouve que c'est très riche, mais c'est aussi, ça peut être un peu cruel parfois. On se rend compte on est pas chez nous, en fait, donc c'est nous les gens bizarres quand on pense que telle ou telle coutume, c'est un peu bizarre, en fait, les gens vous regardent en disant: «Ben, non, en fait, c'est toi la personne bizarre parce que chez nous, ça se fait comme ça» et je trouve que c'est vraiment enrichissant, parce qu'on prend du recul par rapport à notre culture, à nos habitudes, à ce qu'on trouvait de Oui, on normal et qui apprend à se dépasser et à vivre autrement. ouais, voilà, je trouve que ça ouvre beaucoup l'esprit et voilà, donc c'est super enrichissant et donc du coup, les 2 expatriations, donc en Angleterre et en Allemagne, ont été complémentaires pour ça, en fait, parce que dans les 2 pays, il y a eu des difficultés, différentes rencontrées et qui les 2 sont enrichissantes, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière? Et donc, du coup, tu nous dis que tu es parti vivre quelque temps en Angleterre. C'est là que tu as rencontré donc ton conjoint. Qu'est-ce qui t'a amené à partir là-bas? Comment tu t'es retrouvé en Angleterre et où? Alors, en fait, c'est une longue histoire. En fait, j'ai pas rencontré mon copain en Angleterre, je l'ai rencontré en France. D'accord? Initialement, je devais pas partir en Angleterre, je devais partir en Australie. Ah oui, rien à voir. Bah, on va dire que le point commun, c'était le fait que ce soit un pays anglophone. Oui, Mais en fait, tout a commencé quand j'ai eu une grosse remise en question, voilà, un moment de ma vie, j'avais vécu une rupture amoureuse et cetera et en fait, j'avais toujours eu envie de voyager. J'ai pas et c'était l'occasion. bah, c'est ça, c'était un peu une remise en question de savoir, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis bien là où je suis? J'avais jamais fait d'Erasmus. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup, frustrée, en fait et du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, j'ai envie de partir à l'étranger». C'était un besoin, en fait, j'étais à D'accord. fond les blogs voyage, enfin, je rêvais de partir, à l'aventure en Asie et cetera. T'avais déjà voyagé, fait des voyages personnels ou avec tes parents plus jeunes? J'avais fait quelques voyages à l'étranger, mais vacances, en fait. D'accord. 2 semaines, tu vois? Jamais vraiment à l'aventure. Mhm. Mais Là, tu avais envie de partir quand tu dis à l'aventure, tu te voyais partir seule, sac à dos et oui, vraiment de voilà, c'est tester ça. tes En fait, limites? c'était parti en mode, ouais, backpack, travel solo, enfin, voilà, D'accord. ce délire, on va dire. Mais en fait, j'avais un petit souci, Mhm. c'est que mon niveau d'anglais était, assez médiocre, même très médiocre et en fait, je me suis dit, D'accord. «Bah, si tu veux» bah, c'est C'est surtout que l'occasion, non? c'était impossible pour moi de voyager seule sans parler au moins l'anglais. Je me suis dit que ça allait être trop compliqué et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon 1er voyage solo, pardon, à Berlin. Donc voilà, donc ça a été un peu, D'accord. 1er voyage solo, une ville dont je suis tombée, éperdument amoureuse. Mais en fait, parallèlement, j'ai quand même réalisé que c'était compliqué, en ne parlant pas bien anglais, de voyager, même dans des pays non anglophones où voilà, enfin, c'est une base qu'il fallait que j'ai et en rentrant, je me suis dit: «Tiens, si j'allais en Australie» et du coup, j'ai fait des recherches et j'ai commencé donc je travaillais toujours, j'étais toujours en France, je suis originaire de Bordeaux, donc je travaillais toujours là-bas et j'ai commencé à prendre des cours d'anglais et en fait, à côté de ça, D'accord. je voulais vraiment pratiquer avec des natifs, en fait et je me suis inscrite au hasard sur un site internet, un site un peu pourri, en plus un peu vieillot, qui mettait en relation, en fait, des étrangers qui sont dans une ville, donc moi, en l'occurrence, à Bordeaux et qui voulaient apprendre le français et eux qui pouvaient me faire parler, anglais. Parler en anglais. Oui, un échange Voilà de langue, le mais en fameux restant chez toi, tandem, en fait. c'était quelque chose, je me suis dit: «Ça va peut-être me Mm. rassurer» et puis partir en Australie quand même quand on parle pas bien anglais, c'est à l'autre bout de la planète.
Heu, Ouais, c'est bah, j'avais un compliqué. peu peur de me louper quand même, de me dire: «Je vais jamais trouver de travail», enfin, du coup, Ouais, c'était une manière de me rassurer et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré, mon copain. d'accord. C'est grâce à ce site internet un peu vieillot que tu as fait la connaissance donc de ton copain Voilà, lui, il actuel. était, en France pour, en fait, c'était l'été, il prenait des cours, de langue, de français, en fait, dans ma ville et donc il cherchait des gens pour, D'accord. pour pratiquer le français. Puis ça tombait bien parce que moi, je voulais, pratiquer l'anglais. Du coup, vous êtes rencontrés? On s'est ren Vous avez échangé d'abord par, mail, texto, Au début, on a échangé sur, Facebook. alors du coup en français ou en anglais? Comment vous avez, À cette époque, c'était lui me parlait en français, mais lui, il avait commencé le français il y a un mois, donc je comprenais pas forcément bien. d'accord, Et moi, en fait, ce que j'essaye dans les tandems, c'est de mixer, en fait, de parler français pour que la personne ben, voit les phrases correctes et puis moi de répondre en anglais pour que la personne puisse me corriger. d'accord. Mais ça a été un peu compliqué parce que, par exemple, lui, il mettait pas les accents et du coup, je comprenais pas. Et puis, j'étais pas habituée, en fait, à échanger avec des étrangers. Au bout d'un moment, vous prenez l'habitude d'entendre certaines fautes de langage parce que vous savez que c'est Mmh. tu vois, tu sais que c'est une déformation. Mais moi, j'avais pas l'habitude, donc c'était un peu compliqué au début. Mais quand même, on a réussi à se donner rendez-vous et à se retrouver en chair et en os. Et là, en fait, au début, ce qui s'est passé, c'est qu'en général, on commence toujours dans la langue qui est la plus facile pour les deux. Donc là, c'était, on va dire, l'anglais. Mais moi, j'avais quand même des grands problèmes de compréhension, sachant que lui vient de Londres, il avait un accent londonien assez costaud, on va dire. Ouais. Mmh. Et lui parlait ouais, en français, puis vraiment, quand je comprenais pas, il parlait en anglais. Et en fait, on réussissait comme ça À communiquer. à communiquer. Mais c'est vrai que les premiers rendez-vous, des fois, je disais oui, oui, et puis en fait, je comprenais Tu avais pas compris? non. Il y a des mots Ah, ça devait faire des choses sympas, bah, c'est vrai qu'en fait, les premiers mois, c'était enfin même, ça arrive encore, mais quand, lui me parlait, je devais lui faire répéter 2 ou 3 fois avant de comprendre le mot qu'il me disait. Et moi, des fois, j'avais, bah, forcément du mal à trouver mes mots, donc on va dire que, Word Référence, c'est un peu notre ami. Quand on sait pas, on regarde sur le dictionnaire en disant: «Ah oui, c'est ce mot. Ah oui, ça veut dire ça», ou des fois, on se rend compte que moi, un mot que je vais utiliser en anglais n'aura pas la même signification pour lui. Et du coup, on est en mode en gros quiproquo pendant 10 minutes et après on se rend compte qu'on parlait, enfin, on voulait pas dire exactement la même chose. Donc ouais, il y a eu des petits quiproquos comme ça au début. Bon, c'était rigolo, mais c'est vrai que des fois, pour aller vraiment en profondeur dans la conversation, dans la conversation. Ça doit pas être facile d'arriver à bien exprimer tout ce que tu veux dire. Ça doit pas être simple tout le temps. surtout au début, après, bah, en fait, quand j'ai déménagé en Angleterre, donc du coup, quand on s'est rencontrés, bon, ça a été un peu le coup de foudre, etc. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'irais pas en Angleterre en fait? Ah, donc du coup, les plans, c'est là que tes plans de partir en Australie finalement ont changé et que après quelques mois en France à vous côtoyer, tu as décidé de le suivre en Angleterre? Voilà, c'est ça. En fait, ça s'est fait très vite. En un mois, c'était plié. Waouh! Moi, en fait, je voulais aller en Australie parce qu'en fait, c'était à côté de l'Asie et qu'après, je voulais voyager en Asie. Et je me suis dit, si ça marche pas en Australie, j'irai directement en Asie, comme le coût de la vie est cher. Mhm. D'accord. Et là, je me suis dit, bon, au final, l'Angleterre, c'est pas très loin. Et puis, en gros, enfin, j'avais, enfin, pour moi, c'était tout bénef, en fait, de partir dans ce pays avec une personne que j'avais rencontrée, même si on se connaissait que depuis un mois. Au final, je voulais déjà partir, donc enfin, on va dire que ça c'est bien. Ça a renfoncé. Ouais. Ouais, on s'est rencontrés au bon moment, quoi, on va dire. Donc, lui, il est rentré Mm. en Angleterre pour finir ses études. Donc, pour moi, c'était l'occasion de passer un an en Angleterre, de perfectionner mon anglais. Puis, ça a été vraiment une parenthèse parce qu'on savait tous les deux que ça durait qu'une année. On voulait pas rester en Angleterre. Très vite, on a. Et toi, par rapport à tes études, tu étais en études justement ou t'as terminé? Non, non, moi, je travaillais. En fait, je travaillais dans un journal. J'ai fait des études de journalisme. Et Wow, d'accord. je travaillais depuis 3 ans dans un journal local. Donc, voilà, mais j'avais envie de changer aussi. Donc voilà, j'avais déjà prévu en fait de quitter mon travail. J'étais en CDD, donc c'était assez facile. Et de partir un petit peu comme ça. Tu vois, en Australie, j'avais obtenu le PVT. Donc, Ah ouais, d'accord, t'avais réussi à l'obtenir.
Beh, ouais, en fait, il est facile à obtenir, c'est juste qu'il faut payer cher, quoi, mais du coup, j'ai un peu payé dans le vent. Ouais. Mais bon, Et pourquoi ne pas être partis à 2 en Australie finalement? Parce qu'il fallait ah oui, fallait qu'il termine ses études, c'est lui, ça, il non? finissait ses Peut-être. études et n'avait pas forcément D'accord. envie, d'aller en Australie Mmh. et en fait, moi, ça me gênait pas tant que ça de pas aller en Australie. Le seul truc que je lui ai dit: «Je veux partir en Asie». L'Asie, c'est le voyage de mes rêves. Donc après mon année en Angleterre, je prends, 2 mois et je pars en Asie, en fait et c'est ce que j'ai fait. Ça a été un peu la seule concession que je voulais pas, Sur laquelle tu ne voulais pas lâcher? exactement. Voilà, donc du coup, je suis partie en enfin, ça a été une année un peu, vraiment une parenthèse. J'ai eu du mal, en fait, à réaliser parce que ça s'est fait très vite. On s'est rencontrés, au mois d'août et en fait, en octobre, j'étais en Angleterre. D'accord. Du coup, tu t'es installée avec lui, tu as pris ton appart? Comment vous avez réussi à gérer, ton arrivée? Ah, en fait, je suis venue avec ma voiture déjà, pour faciliter un peu les déplacements. Donc lui est originaire de la Mmh. banlieue sud de Londres. Mais lui, il faisait ses études donc à Guildford, donc c'est un petit peu excentré, au sud-ouest, de Londres et il vivait en colocation avec quelqu'un. Donc moi, en fait, j'ai cherché, un logement chez l'habitant. Ça se fait beaucoup D'accord, là-bas, comme les loyers sont chers, il y a beaucoup de propriétaires, en fait, qui, louent des chambres et c'est un peu plus confortable d'accord. que même qu'une colocation classique. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup, j'ai trouvé une colocation, ben, pas très loin de là où habitaient ses parents et après j'ai déménagé chez l'habitant, donc pas dans la ville à Guildford, où il étudiait et j'ai cherché un petit boulot. En fait, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait, dans un café pendant quelques mois. D'accord. Ça te permettait de payer ton loyer et puis du coup comment dire? De te perfectionner en anglais? Oui, voilà, l'idée c'était de pas trop grappiller sur mes économies pour après pouvoir, ben, voyager et puis on avait l'installation à Berlin qui était déjà prévue, en fait, donc Ah d'accord, vous aviez déjà prévu de partir à la fin des études pour Berlin? oui, voilà, le plan dès le départ, c'était de passer 1 an, en Angleterre, moi pour améliorer mon anglais, lui pour finir ses études et après de tailler la route à Berlin. Lui, il avait donc fait son Erasmus à Berlin, il fait la traduction en allemand donc hem, Et toi, tu avais déjà fait ton voyage auparavant, qui pour le coup, c'est là où tu avais eu le coup de cœur pour la ville? voilà, moi D'accord, j'avais déjà dans l'idée, enfin c'était un peu un rêve en me disant: «Waouh, cette ville», enfin, j'ai vraiment adoré l'atmosphère, enfin on pourra en reparler après, hein, mais bien sûr. j'avais déjà ça, dans la tête et quand on s'est rencontrés et qu'il m'a dit qu'il avait aussi Berlin, dans la tête, c'était: «Ah ouais, OK». Donc c'était déjà prévu. Un point de commun en plus. Voilà, donc c'était déjà prévu. Donc du coup, c'est l'année en Angleterre, ça a été vraiment pour moi une année de transition et enfin je me rappelle, j'ai mis des mois avant de réaliser que, bah, que ma vie d'avant était finie, que j'étais dans un autre pays avec, enfin que je parlais une autre langue. C'était un peu incroyable au début et du coup, j'en garde de très bons souvenirs, pour ça. Tu as vite progressé? Ouais, 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 mais en fait, aussi enfin ce que je voudrais dire dans le podcast, c'est qu'on pense souvent qu'il faut partir dans le pays pour apprendre une langue, ce qui est vrai. Mais mon expérience en Angleterre, en Allemagne montre que c'est pas forcément vrai. Par exemple, j'ai énormément progressé, en fait, quand j'ai rencontré, donc mon copain à Bordeaux. En fait, on a passé 2 mois ensemble et lui, comme il prenait des cours, de français, il avait des amis, anglophones pour la plupart qui apprenaient le français et donc du coup, j'ai rencontré ces personnes et j'ai échangé, énormément en anglais et en fait, même avant de déménager, en Angleterre, mon niveau d'anglais avait déjà, enfin, j'avais fait des progrès énormes, mais énormes, en fait. Juste le Souvent, on a un blocage au début pour s'exprimer, juste parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre une langue et de nous exprimer, donc on ne sait pas si on utilise les bons mots, etc. Mais en fait, c'est un blocage qu'on peut vite surmonter si on pratique un petit peu en fait avec quelqu'un qui est natif. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin Mmh. de partir à l'étranger en fait. D'ailleurs, c'est ce que mon expérience prouve. Après, bien sûr, le fait d'être immergée, en plus, je côtoyais que des personnes britanniques de son entourage. Au début, ça a été très difficile, par exemple, quand vous êtes dans un groupe uniquement de natifs qui parlent anglais. C'est difficile parce qu'il y a aussi des références culturelles que moi je connais pas, voilà, des émissions de télé, des chansons, des villes.
toute une culture, en fait, qui nous éloigne vraiment et ou même, par exemple, faire de l'humour, enfin, c'est très difficile. Ce qui fait qu'il y a un décalage qui se fait, mais contradictoirement, comme moi, j'avais vraiment la volonté de m'intégrer, en fait, dans sa famille, dans ses amis, Ouais, pas le choix en fait. bah, du coup, j'ai énormément progressé parce qu'il y avait ce besoin, en fait, de communiquer et qui n'a pas du tout été le cas en Allemagne avec l'allemand, alors que je vis en Allemagne depuis 2 ans et demi et que je parle quasiment pas allemand. Donc voilà, c'est pour dire que l'apprentissage d'une langue se fait pas forcément, Parce qu'on est dans un pays. voilà, exactement. Ça m'a énormément aidée, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi aussi, de me dire que, bah, j'étais capable de parler anglais, que c'était pas réservé à une certaine élite ou Ouais, voilà, que si on voulait vraiment, quelque chose et ben, on pouvait le faire, que c'était à la portée de tous et même d'avoir travaillé dans ce café, j'avais aucune expérience en restauration, en fait, avant de déménager, en Angleterre et en plus je parlais pas très bien anglais donc j'avais vraiment peur de pas trouver d'emploi et en fait si vraiment vous voulez quelque chose, vous trouverez toujours un moyen en fait d'y arriver. Donc pour moi ça a été une vraie leçon de vie et puis ça m'a énormément, ouais, redonné confiance en moi et en me dire ce en mes rêves en fait, de dire ce qu'on veut vraiment dans la vie, c'est accessible, il suffit juste de se donner les moyens, mais c'est possible en fait. ouais, c'est vrai, c'est exactement, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Ce qui amène à la suite, c'est que du coup, est-ce que vous avez donné suite à ton rêve de partir en Asie? Alors oui, du coup, après cette année en Angleterre, je suis partie en Asie, en partie en solo et lui m'a rejoint à Singapour. On a fait Singapour et Bali ensemble et moi j'ai fait, Bangkok quelques jours. Donc on a fait, Singapour, on a fait le Grand Prix de Formule 1, enfin c'était génial et après on est arrivé à Bali et en fait, c'était en septembre 2018. D'accord. Non, 2018. Septembre 2018. Ah Non, oui. 2017. Non, pardon, 2017. Ok. En fait, il y a eu l'éruption d'un volcan, à Bali à cette période-là. Vraiment, manque de chance, c'était pas arrivé depuis 30 ans Wow, ok. et du coup, lui devait rentrer en Europe et moi, je devais continuer mon voyage en solo et j'avais prévu, en fait, de partir, enfin, de rester à Bali pendant plusieurs semaines. Mais avec l'éruption du volcan, en fait, on avait peur que l'aéroport ferme et de rester bloqué, de manière limitée, ce qui n'était pas le but. Et en fait, du coup, je suis partie, c'était la période de la mousson aussi en Asie du Sud-Est, donc je voulais pas forcément, retourner en Thaïlande ou dans des pays, alentours, donc je savais pas trop quoi faire. Puis j'étais un peu terrorisée à l'idée d'être toute seule en Asie et en fait, Tu du coup, m'étonnes. le frère de mon copain, lui, était au Japon et du coup, j'ai décidé de le rejoindre, donc j'avais absolument pas prévu d'aller au Japon. J'avais vraiment aucun livre, enfin je connaissais quasiment rien du Japon et ouais, 2 jours avant, j'ai réservé un vol. Je savais même pas s'il fallait de visa ou quoi. J'ai réservé mon vol et je suis partie au Japon. Et du coup, je suis restée, ouais, presque 3 semaines là-bas. Et, et après, j'ai terminé par Hong Kong. Et parce qu'en fait, du coup, la famille de mon copain est originaire de Hong Kong. Ils sont anglais, mais originaires de Hong Kong. Et du coup, D'accord. son père était à Hong Kong à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai fini le voyage à Hong Kong. Et comme ça, j'ai pu découvrir la ville bah, Avec un natif. avec un natif exactement. Et puis voir ben, d'où la famille de mon copain est originaire aussi. Donc voilà, donc ça a été un très beau voyage Ah, ça va être superbe. c'était génial. Il y a eu la partie en solo au Japon qui a été incroyable en fait. Je pense que les voyages en solo, c'est ceux qui nous marquent le plus. Ouais. Parce qu'en fait, Ouais, on apprend à se dépasser complètement. ouais, voilà, et puis c'est pour nous en fait, et puis on doit tout préparer, donc on prête beaucoup attention à l'environnement. Quand on est avec quelqu'un, on a tendance un petit peu à s'appuyer sur la personne et puis aussi à moins être dans l'instant présent en fait. Et après ça, bah, ça a été l'installation, à Berlin, donc fin 2017, en décembre 2017. Donc vous êtes partis tous les deux, ou tu l'as rejoint directement là-bas, ou vous êtes partis ensemble pour Berlin? Non, non, en fait, lui, il était toujours en Angleterre, moi je suis rentrée en France pendant un mois, le temps d'organiser un petit peu tout, de me reposer un peu et en fait, en décembre, on a réservé une chambre en Airbnb. D'accord. C'est compliqué, hein, de trouver un logement, quand on n'a pas de travail, enfin, on n'est pas sur place. Donc on s'est dit: «On va faire du Airbnb», donc chez l'habitant, donc en partageant, enfin en ayant une chambre,
dans un appartement, avec, d'autres personnes. Et on s'est retrouvés directement là-bas, en fait. OK. Et là, en fait, ça a été un peu la partie compliquée, en fait, Quand, je te coupe 2 minutes, mais quand, vous êtes partis donc, pour Berlin, tu disais au tout début du podcast, l'un comme l'autre, vous n'aviez pas de travail. C'était vraiment, parce que, cette ville, c'était un coup de cœur et que vous vouliez la découvrir et y vivre, mais vous partiez vraiment, sans rien? Alors, en fait, lui, il a commencé une activité de freelance, de traduction freelance, donc il a monté son entreprise, en Angleterre. D'accord. Et en fait, l'idée, c'était, en étant freelance, il peut travailler d'où il veut, donc c'était de développer, de monter son entreprise, mais de le faire de Berlin, de le faire de Londres, en fait. Donc ça changeait pas grand-chose pour lui, sauf qu'il avait la possibilité de rencontrer plus de clients allemands, en étant à Berlin. Et moi, j'avais 0 plan. Enfin, je voulais prendre des cours d'allemand, pour déjà avoir une base. Enfin, j'avais déjà fait de l'allemand à l'école, mais il m'en restait pas grand-chose. Et après, je me suis dit: «Bon, on verra, peut-être trouver un boulot dans un call center». Il y a énormément de call centers, à Berlin, D'accord. pour commencer. Et puis après un petit peu, voir venir, quoi. J'avais pas vraiment de plan, si ce n'est cette histoire de centre d'appel qui n'a absolument pas fonctionné. Pourquoi? Hem, alors en fait, c'est toujours cette histoire de compétition. Hem, je pensais que ça allait être facile, mais sauf que j'avais pas vraiment d'expérience dans le comment on appelle ça? Le service après-vente, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup il y a beaucoup de startups à Berlin qui sont, donc liées au développement numérique, et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui installent leur centre d'appel, donc service après-vente à Berlin, parce qu'il y a beaucoup Mmh. d'étrangers. Comme ça, du coup, ils peuvent avoir de la main-d'œuvre, étrangère pour, le service après-vente de différents pays où ils sont, installés. Sauf qu'en fait, c'est la jungle, parce qu'il y a énormément de personnes comme moi qui viennent s'installer et qui travaillent dans les call centers pour profiter, en fait, de la vie de Berlin. Sauf que, voilà, quand vous avez pas d'expérience, que vous venez d'arriver, je me suis pris, râteau sur râteau, on va dire. Donc je me faisais vraiment recaler, de partout. Soit on me répondait pas, soit, j'avais fait un entretien à Zalando, mais ça n'avait pas Mmh. fonctionné. La personne m'avait dit que, juste, ils avaient trouvé des gens avec plus d'expérience, en fait. Hem, donc c'est là où ça a commencé un petit peu à déraper, en fait. C'est que enfin, à déraper. Déjà, en plus, on n'arrivait pas à trouver de logement. Enfin, c'est là où ça s'est un on s'est un peu enlisé dans tous ces problèmes, en plus administratifs, parce qu'il faut en Allemagne, il faut s'enregistrer officiellement, pardon. Et pour ça, il faut avoir un logement, officiel, en tant que ce qu'on appelle Hauptmieter. Sauf qu'en fait, si vous n'avez pas de travail, c'est très compliqué d'obtenir ce contrat. Mais si vous n'avez pas de logement, vous pouvez pas avoir votre, tax ID, et donc vous pouvez pas travailler. Donc c'est C'est un un cercle cercle vicieux. vicieux et c'est fou. Je sais pas comment c'est vrai qu'on se pose jamais la question de comment ça fonctionne en France pour les étrangers, pour, ceux qui viendraient travailler en France. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des papiers, comme ça à obtenir? Mais, plusieurs de nos invités, que ce soit, en Suède ou, on a eu en Norvège le même retour qu'il faut avoir un papier spécifique et pareil aux US, le numéro de ça s'appelle le Social Security Number. Et sans ça, tu peux pas avoir de travail, mais sans travail, tu peux pas avoir de numéro de sécu. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux. Bah, c'est exactement ça. Et en Angleterre, ça a été un peu la même chose. Je sais qu'aux Pays-Bas, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de pays comme ça où il faut, tous ces documents Mhm. officiels. Et hem et en fait, c'est ça, il y a des personnes qui vont attendre d'avoir un travail Pour l'obtenir. pour, voilà. Et donc du coup, pour eux, ils ont pas cette période de galère. Nous, on a choisi de faire autrement. Mais après, voilà, derrière, il faut assumer, les difficultés rencontrées, et que ça prend plus de temps, Oui, en fait. Donc nous, ça a pris, en fait, avant qu'on ait ce contrat donc c'est un contrat de location qui s'appelle Hauptmieter, ça veut dire locataire principal, d'accord. parce qu'il y a beaucoup de locations à Berlin. Mais en fait, quand vous êtes en sous-location, si tu n'as pas un papier du propriétaire attestant qui t'autorise à être en sous-location, tu ne peux pas aller à la mairie pour demander ton papier Oh d'enregistrement qui là là, s'appelle d'accord. l'Anmeldung. Et sans cette Anmeldung, tu peux pas avoir ton tax ID. Et sans le tax ID, c'est compliqué de Ouais, trouver un ouais. boulot, ou alors tu payes une d'impôt. Et en fait, nous, quand on est arrivé, on nous proposait que des logements en sous-location, parce que justement, on n'avait pas, de travail, et sans Anmeldung, donc sans possibilité Mhm. d'Anmeldung. Donc ça a été, le cercle vicieux. En plus, voilà, on a dû changer d'Airbnb plusieurs fois.
On a quelqu'un on devait sous-louer un appartement, une personne qui s'est désistée 2 jours avant qu'on déménage, donc on a dû chercher en Autre catastrophe chose? autre chose, donc forcément tu payes cher pour avoir un truc, pas forcément, clean. Et à côté de ça, il y a toute la recherche d'emploi, donc il y a beaucoup de stress en fait qui s'installe et d'incertitude et se dire: «Mais ça se trouve, on va devoir rentrer, ça se trouve on va pas y arriver». Donc ça a été une période pour moi, Compliqué. très Mmh. angoissante, avec beaucoup de doutes et à se dire: «Mais est-ce que j'ai pas idéalisé la ville? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que je me suis pas fait toute plein d'idées en fait sur une ville qui en fait ne me correspond pas?» C'est important, hein, aussi de remettre en question parce que du coup, si vous voulez vraiment y rester, il faut avoir une vraie motivation. Donc il faut vraiment se poser la question: «Qu'est-ce qui me plaît dans cette ville? Pourquoi je veux y habiter?» Et à partir du moment où vous avez la motivation, vous trouverez une solution. Donc voilà, donc ça a été un petit peu la période compliquée, mais finalement qui s'est quand même résolue. En fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de postuler, pour les centres d'appel parce que je me suis dit: «J'ai pas d'expérience, le tout ce qui est service après-vente, service client, c'est pas mon truc». Donc je me suis concentrée sur les recherches d'emploi, dans ma branche, donc on va dire la rédaction. C'est ce qui se rapproche le plus du journalisme, la rédaction web. Et Mmh. et en fait, j'ai été impliquée à temps partiel, dans une agence de marketing, pour faire de la rédaction web en français. Et c'est là où ça a un petit peu commencé D'accord. à se débloquer, vraiment pour moi ça a été un soulagement, en fait avant j'avais l'impression de pas vraiment être intégrée dans le pays, d'être un peu une étrangère, mais vraiment au sens où quand je prenais le métro, je voyais tous les gens qui allaient au travail, enfin qui contribuaient vraiment au pays et moi j'avais l'impression d'être laissée sur le quai en fait et de rien que le fait d'avoir signé un contrat avec une entreprise allemande, je me suis dit: «Ça y est, je commence vraiment à être intégrée, à faire partie de À cette être ville enfin». intégré. Et au même moment, on a trouvé une sous-location donc pendant 6 mois où en fait on partageait plus, on était vraiment, tout seuls dans la sous-location et on a pu avoir, un dans le Mel une dans le Mel pardon, une dans le Meldung. Donc on a un petit peu commencé à respirer, donc Mmh. ça a été la première étape où, vraiment on a pu un petit peu souffler. Et donc c'était au bout de 6 mois à Berlin, Non, ça a été un peu au à peu moins près? l'appartement quand est-ce qu'on a déménagé? Non, c'était en mars, donc c'était 3 mois après et le boulot, j'ai commencé mi-avril, donc c'était 4 mois après. Ouais. Donc en fait, Après votre arrivée? Ouais, c'est quand même long, en fait. Puis en plus, tu es arrivée en hiver, donc c'est pas forcément facile aussi avec, mmh, bah, le temps qui est alors, pas top top, déjà, je déconseillerais fortement à quiconque de s'installer à Berlin en hiver. C'est vraiment pas une bonne idée. En fait, j'écoutais le podcast, je crois que c'est d'Aurélie qui habite, c'est en à Malmö, voilà, donc en Malmö? fait, c'est Ouais. pas très, très loin et au niveau du climat, c'est un peu la même chose. Il fait nuit, hyper tôt, il fait sombre tout le temps et le mois de décembre, c'est la pire période, en fait. Oh là là, Il OK. fait pas si froid que ça, mais c'est, en fait, le manque de lumière. Il fait nuit à 4:30, et puis toute la journée, il y a un ciel très bas, en fait, très on dirait qu'il va neiger, mais il neige même pas, en fait. Donc C'est tout gris, tout sombre, c'est c'est pesant et pesant. puis, il y a une partie de Berlin, donc là où nous on habitait à l'est, où il y a beaucoup de bâtiments soviétiques, donc c'est assez triste, l'hiver et puis il y a Ah beaucoup de d'accord. végétation, donc là, tu vois, là en ce moment, au mois de mai, c'est génial parce que c'est vert partout, il y a des fleurs, des arbres partout, mais l'hiver, du coup, c'est mort, en fait. Donc je conseillerais Ouais, plutôt de s'installer, au printemps. oui. Psychologiquement, Arriver s voilà, c'est plus ouais, non, c'est plus facile. facile. Nous, on est vraiment arrivés dans le dur et du coup, ça a ajouté, en fait, je pense à au mal-être, Au mal-être. exactement. Mmh. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à Berlin? Parce que, on n'a pas discuté. Pourquoi ça a été un coup de cœur pour toi, pour ton conjoint? Alors, je vais parler pour moi déjà. Hem, En fait, pour moi, il y a plusieurs choses, mais déjà, il y a une atmosphère. Si tu veux, moi, je viens une ville assez bourgeoise, Bordeaux et Berlin, c'est un petit peu l'antithèse. C'est une ville, tu trouves Très jeune. Enfin, moi, j'en ai une image de très jeune, très dynamique et à 100 un peu, enfin, à 100 à l'heure. Une ville qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup de choses à alors faire, à voir. oui, c'est vrai, mais par exemple, beaucoup moins qu'à Londres ou à Paris et c'est aussi pour ça que moi, j'ai jamais voulu habiter à Paris, par exemple. C'est une ville, en fait, pour moi, j'appelle un peu ça la capitale de l'underground. C'est une ville où il y a énormément de minorités, que ce soit des minorités sexuelles, culturelles. Il y a beaucoup d'étrangers
Et historiquement, par exemple, c'est une ville où la communauté gay est très importante et LGBT aussi. Heu, Parce que c'est une ville qui est D'accord. très ouverte comme ça, c'est une ville assez intellectuelle, assez, voilà, de gauche. Et historiquement, je crois que c'était à la fin du 19e, les premières associations, de personnes homosexuelles, et les premières manifestations ont eu lieu à Berlin. Hem, donc historiquement, il y avait déjà, voilà, beaucoup de personnes comme ça, appartenaient à des minorités qui se sont installées à Berlin, beaucoup d'intellectuels, d'artistes. C'est un peu la ville des artistes maudits entre guillemets, hein, c'est un peu cliché, mais il y a beaucoup de gens Mmh. qui, voilà, qui étaient à Londres et en fait, qui voulaient un petit peu percer dans le milieu artistique et qui pouvaient plus en fait vivre à Londres parce que la ville est devenue excessivement chère et qui du coup se sont rabattus sur Berlin. Et aussi Berlin a été très peu cher pendant longtemps parce que du fait du mur de Berlin, les loyers étaient très bas. Personne ne voulait habiter à Berlin à cette époque-là, à part les punks, on va dire, et puis les gens qui vivaient dans les squats. Et aussi, voilà, il y a eu D'accord. pendant la période du mur, à l'ouest de Berlin, il y avait énormément notamment la partie à Kreuzberg, donc la partie limitrophe du mur. Il y avait beaucoup de squats, de punks, de gens qui voilà, s'installaient dans tous ces bâtiments qui étaient inoccupés. Et donc personne ne voulait vivre à côté du mur, hein, à cette période-là. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette population qui s'est installée. Et du coup, il y a cet esprit un petit peu contestataire, un petit peu underground qui est resté. Il y a encore quelques squats à Berlin, beaucoup moins qu'avant. Et il y a cet état d'esprit, voilà, un petit peu combatif, un petit peu euh, à l'encontre, on va dire, de tous les dictates, voilà, de la société de consommation, etc. Et il y a Mmh. beaucoup de lieux comme ça, de bars associatifs, qui se combattent vraiment ces idées-là et qui ont vraiment on va dire, des idéaux encore ben, très comme ça, comment dire, alternatifs, tu vois, qui veulent pas vraiment rentrer dans cette société de consommation un petit peu comme ça. Et puis avec associé à tous les artistes, etc., ça crée un mélange qui est génial en fait. Il y a des gens, enfin, vous faites des rencontres improbables à Berlin. Et en fait, vous serez jamais, j'ai l'impression qu'on n'est pas jugé pour ce qu'on est ici. On s'intéresse vraiment aux gens. Quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, on vous demande aussi qu'est-ce que vous aimez dans la vie. En fait, c'est pas une ville de carriéristes, c'est pas une ville. De toute façon, il n'y a pas de banque, il n'y a pas vraiment de business comme ça. Donc c'est vraiment une ville voilà, il y a beaucoup de freelance, d'indépendants, de graphistes, de photos. D'accord. Il y a Ah, je beaucoup de pensais DJ pas. aussi, puisque du coup, là, c'est un peu la capitale de la techno. Donc après la chute du mur, il y a beaucoup de clubs techno qui se sont développés à Berlin. Et du coup, de là est née une culture, c'est là, de là qu'est née aussi la culture underground. Il y a beaucoup de touristes maintenant qui viennent pour ça, pour visiter tous ces clubs techno qui sont mythiques et qui ont fait naître cette culture, en fait, cette subculture. Et moi, c'est ce qui fait que j'adore. C'est une ville où il y a beaucoup de street art, de graffiti. Vous avez beaucoup d'endroits comme ça un peu alternatifs. Mmh. Et puis il y a toute l'histoire autour du mur de Berlin qui est incroyable. En fait, l'histoire, le mur de Berlin est tombé il y a 30 ans, donc c'est une histoire qui est très proche à l'échelle d'une ville. Et en fait, l'histoire, elle est présente partout à Berlin. Vous avez la tour de la télévision, il y a toute l'architecture soviétique à l'est, les traces du mur, même pas de la bataille de Berlin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a encore des traces. Enfin, il y a énormément de restes, en fait. De référence, historique. Ouais, c'est très fort, en fait. Et les gens, il y a beaucoup de personnes qui déménagent à Berlin le font comme moi par choix, par amour de la ville. Je suis vraiment pas un cas isolé en fait, au contraire. Il y a beaucoup de gens en fait qui tombent vraiment amoureux de cette ville parce pour moi cette ville elle a une âme en fait. Ouais, vraiment. Il y a une telle histoire que, ouais, comme tu dis, il y a je ne trouve pas mes mots. Il y a un vrai, ouais. C'est une ville qui est vraiment marquée au fer par son histoire et c'est une ville qui Mmh. c'est assez enfin elle s'est quand même pris les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il y a le bunker avec tu vois toute l'histoire du bunker d'Hitler. Après ça, il y a même la reconstruction n'a pas été possible puisqu'il y a eu la séparation entre l'Est et l'Ouest. Et du coup, ils ont encore perdu 30 ans en fait par rapport aux autres salles d'Europe. Mmh. Et puis il y a cette séparation qui est encore présente. Tu vois, moi j'ai réalisé des interviews de Berlinois qui vivaient à Berlin avant la chute du mur. Donc des gens
de l'Ouest, D'accord. comprendre justement est-ce qu'il y a vraiment encore des différences culturelles. Alors pour les personnes nées après la chute du mur, c'est plus vraiment le cas, mais pour les personnes nées avant, il y a une vraie différence entre les Allemands de l'Est et de l'Ouest, entre le Berlin-Est et Berlin-Ouest. Les gens qui ont grandi à Berlin-Est ou à Berlin-Ouest, pour eux, l'autre partie de la ville, c'est pas leur ville en fait, parce qu'ils n'y avaient pas accès en fait pendant très longtemps. Donc cette ville, elle est encore vraiment marquée architecturalement parlant. L'Est et l'Ouest n'ont rien à voir. Donc en fait, il y a... Ouais, moi je trouve que c'est un peu une ville qui a été écorchée par son passé et on en ressent, ça se ressent encore. Et puis avec toute cette population comme ça, de minorités, d'artistes, c'est une ville qui est très créative. Il y a beaucoup d'événements complètement improbables qui ont lieu à Berlin, de lieux complètement insolites, incroyables. Tu vois, on compare souvent Berlin au Brooklyn, tu vois, des années, je sais pas, il y a des années peut-être 70 ou quelque chose comme ça. Tu vois, où il y avait cette effervescence un petit peu Mhm. culturelle. Enfin, il me semble que c'est Brooklyn. Enfin, je sais plus, mais tu vois, c'est des villes comme ça, assez créatives. C'est exactement ce que j'avais en tête. Merci, tu l'as vraiment bien détaillé. Et donc du coup, on revient au présent plus ou moins. Tu réussis du coup à trouver un travail comme rédactrice web, c'est bien ça en fait. C'est ça. Et ça fait donc 2 ans et demi que vous êtes à Berlin et que tu continues ce travail. Alors du coup, comme je travaillais à mi-temps, financièrement, c'était quand même compliqué, hein. Mhm. J'avais un demi-salaire, donc en fait, je fais la même chose, mais pour une grande entreprise maintenant et à temps plein. D'accord. Et en fait, à côté de ça, d'ailleurs, j'en ai pas parlé avant, mais j'ai créé un blog en 2016 quand j'ai déménagé en Angleterre, pour justement parler de toutes mes aventures, on va dire, et de partager aux gens tu vois, ce que je t'explique aujourd'hui, et puis pour Oui. aider les gens qui ont du mal à franchir le pas, comme pour moi ça a été le cas avant. Et les blogs voyage, expatriation m'ont beaucoup aidé aussi. Ben, ça Et tombe bien puis, parce que justement, j'allais te demander, comme je l'ai vu dans le questionnaire que tu as rempli pour participer au podcast, si tu avais donc un blog et quel était ton blog et si tu pouvais nous en parler un peu. Donc, bah, parfait, tu commences, c'est parfait. alors donc le blog s'appelle Mémoire pleine, donc mémoirepleine.com, Mhm. voilà, qui est le nom de référence parce que voilà, j'ai beaucoup de photos, donc j'ai toujours des soucis de mémoire. Et donc du coup, c'était aussi, un petit clin d'œil au fait de vouloir garder en mémoire tous ces moments de ma vie qui sont importants, donc le fait de franchir le pas, de partir vivre à l'étranger. Donc initialement, j'ai fait pas mal d'articles sur le Brexit quand j'étais en Angleterre, et j'ai aussi parlé de mon intégration, de par exemple comment trouver du travail, de toutes les anecdotes en fait. J'ai vraiment vécu un gros choc culturel en Angleterre. Je trouve que la culture est vraiment différente, même comparée à Berlin. Ça a été vraiment assez intéressant. Et depuis que je suis à Berlin, sur les visites de Berlin, bonnes adresses, euh, et puis aussi mes retours d'expérience sur par exemple, comment trouver un logement. Et je pense que je vais plus évoluer, faire du lifestyle en fait. Parce que je voudrais pareil Dans la ville. dans la ville, et puis aussi parce que je voudrais me lancer en entrepreneuriat. Et, D'accord? ben, se lancer en freelance, c'est déjà pas évident en France, mais à l'étranger, il y a encore des barrières, pareil, administratives, etc. Du coup, Mhm. je me suis dit que ça pourrait intéresser d'autres gens. Et puis, il y a beaucoup d'investisseurs, en fait, Ouais, si. à Berlin. Mhm. Donc, D'accord. Et on revient, si tu veux bien, sur l'intégration à Berlin. Finalement, maintenant, vous êtes intégré, vous avez réussi à faire des connaissances, tu as réussi à apprendre un peu plus l'allemand ou du coup vous communiquez qu'en anglais et vous côtoyez que des personnes parlant anglais? alors, en fait, on a un cercle d'amis d'expatriés. C'est très difficile, en n'étant pas allemand soi-même, même en parlant allemand, vu que mon copain le parle, de connecter avec des Allemands. Et en fait, c'est un peu naturel. On a des amis qui, comme nous, sont étrangers, qui vivent les mêmes décalages que nous. Et, euh, et puis surtout, à Berlin, il y a énormément d'étrangers. Je me faisais la réflexion, quand vous regardez les gens dans la rue, il y a la moitié des gens qui parlent en anglais et la moitié des gens qui vont parler en allemand, et plus tous les autres étrangers. Ouais, qui parlent leur propre Donc langue. ouais, même moi au travail, je travaille avec une équipe de personnes qui viennent de plein de pays, on parle en anglais.
Mes amis donc que j'ai connus dans mon travail précédent, on parle en anglais parce qu'on vient de plein de pays différents et en fait, c'est vraiment, enfin moi, ça fait partie aussi de la raison pour laquelle je reste à Berlin, c'est que ces gens-là, en fait, c'est une vraie communauté, en fait, c'est une vraie famille et le fait qu'on soit Mmh. tous étrangers, ça nous réunit quelque part parce qu'on a les mêmes galères, on a les mêmes problèmes, administratifs, on a les mêmes, manques parfois et on est aussi venus pour les mêmes raisons, en fait et on est là depuis pas très longtemps, donc on partage beaucoup de choses et enfin moi, je suis très attachée à notre groupe d'amis. Par contre, effectivement, je connais, très peu d'allemand. Au travail, j'ai des collègues allemands, mais j'ai essayé de refaire des tandems, en fait, comme j'avais fait, avec mon copain, mais j'ai pas réussi à connecter avec les personnes, donc je les ai pas revus, et en fait, mon niveau d'allemand est Mmh. quand même plus faible que l'était mon niveau d'anglais et il faut quand même une base pour D'accord. vraiment, le con la ouais, il faudrait que je reprenne des cours d'allemand et j'avais pris des cours et j'arrivais à me débrouiller, mais le seul problème, c'est que comme tout se fait en anglais et même Tu perds. et bah, du coup, il y a plus ce besoin que j'avais comme quand j'étais en Angleterre où il y avait un besoin de communication, Ouais. d'intégration qui était tellement viscéral que vous n'avez pas d'autre Mmh, choix. Pour mmh moi, mh. la communication, c'est vraiment lié à un besoin et là, en Allemagne, malheureusement, à Berlin, j'ai plus tellement ce besoin et même des fois quand je parle, allemand, on me répond en anglais parce que les personnes voient que je galère, en fait et Tu sais comme tout le monde parle ouais. anglais, même les personnes âgées allemandes, parlent un minimum anglais. C'est vraiment, une langue que beaucoup d'Allemands parlent, contrairement à nous en Mmh France. mh. Donc ça n'aide pas en fait, mine de rien. Donc il faut vraiment une vraie volonté pour apprendre, l'allemand et là, bah, voilà, avec l'installation et cetera, j'ai eu d'autres priorités et vu que j'arrivais à me débrouiller en anglais, j'ai fait comme ça. Après, je voudrais quand même dire que quand on veut s'installer dans un pays sur le long terme, c'est-à-dire plus de 2 ou 3 ans, hem, qu'on veut par exemple fonder une famille, qu'on veut monter un business, c'est quand même hyper important d'apprendre la langue à un moment donné parce que sinon vous allez vous allez rester bloqué, vous allez juste par exemple ne pas connaître vos droits, suivre l'actualité, la politique, ce qui se passe dans un pays, c'est pour moi important pour s'intégrer aussi et Ouais. qu'il y a forcément une barrière à un moment donné et qu'il faut la surmonter donc ça reste, dans mes objectifs et pour moi ce sera l'étape ultime pour être complètement intégrée, à Berlin et en Allemagne mais à ce jour, D'accord. voilà, ça a été un peu un flop quoi. Mon niveau d'allemand, il est assez basique et malheureusement, je le pratique pas beaucoup. Pas Non. suffisamment, ouais. Mmh. Mais c'est bien d'avoir, cet objectif-là pour la suite, de te dire que, tu vas être intégré à 100 et que la dernière étape serait de pouvoir, parler en allemand, couramment, quoi. C'est un bel objectif, Bah hein. oui et puis c'est vrai qu'il y a il y a un peu un agacement en fait des locaux et de certaines personnes qui font l'effort, qui parlent allemand et du fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux arrivants qui ne parlent pas allemand et qui en fait ne cherchent pas à parler allemand. Donc moi, enfin, je pense qu'on a tous des vécus, des expériences, enfin qu'on est tous différents et donc on peut pas vraiment juger. Mais il y a je commence à sentir en fait une espèce de petit agacement en fait, il y a tellement d'étrangers qui arrivent et qui vont dans les cafés, dans les restaurants et qui commandent direct, en anglais sans demander, avant: «Est-ce que vous parlez, anglais?» comme si c'était évident et comme si on n'était pas en Allemagne. Que des fois j'ai l'impression que les locaux sentent que ce serait un peu un signe, ben, de pas de respect, mais de politesse que de faire l'effort de parler un petit peu, en allemand vu Mmh. qu'on est quand même en Allemagne. D'accord. Du coup, on en a discuté un petit peu avant de commencer l'interview. Quelle serait pour toi euh, la plus grosse difficulté lorsque l'on part comme ça dans une ville qu'on ne connaît pas? On a discuté pas mal là, c'est la langue, mais tu penses que c'est la plus grosse difficulté pour toi que tu as eue ou il y en a eu d'autres? Est-ce que le manque de la famille a été compliqué à gérer? Hem, En Angleterre, ouais, j'ai eu une grosse période, où ma famille me manquait et au-delà de ça, c'était, mon pays me manquait, en fait. Je suis D'accord. partie un peu, en mode, en fait, j'avais un peu cet, agacement des Français râleurs, de «on se plaint toujours», Mm. j'avais un petit peu cette idée: «L'herbe est plus verte ailleurs» et en fait, après quelques mois en Angleterre, à quand même bien galérer, à m'intégrer, il y a des choses toutes bêtes qui m'ont manqué, bon, ça peut être, la nourriture, juste des petites habitudes et le fait de ouais,
j'avais pas réalisé que certaines choses de mon quotidien étaient purement culturelles, en fait. Mmh. Et heu et ouais, je me rappelle, je rêvais juste de rentrer en France et de m'acheter un sandwich, jambon beurre, le truc qui était introuvable dans la ville où j'habitais. Hem, Par exemple, en Angleterre, il y a beaucoup de chaînes, de restaurants de chaînes et il y a c'était très difficile d'aller dans des petits restaurants indépendants et ça me manquait. J'avais l'impression vraiment d'être dans une société de consommation. Il y avait Enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses qui m'ont manqué. Ma famille me manquait, mais j'habitais pas très loin, donc j'ai pas vraiment ce problème, en 1 heure d'avion, tu vois, c'est facile de rentrer. En Allemagne, Mmh. c'est la même chose, donc c'est pas vraiment le manque de la famille, mais c'est vraiment le fait de plus être chez soi, dans son pays à soi, où quand vous allez dans la rue, vous comprenez toutes les conversations. Bah, ici, c'est pas le cas. Parfois, quand, je prends le métro et qu'il y a un problème et qu'il y a un petit panneau d'affichage, ben, des fois, je comprends pas, donc je suis obligée de demander à des gens. Hem, les Ouais. façons de dire bonjour, j'avais beaucoup de mal avec le hug, à l'anglaise au début. Et après quand je Mmh. suis rentrée à l'inverse, j'avais envie de faire des hugs à tout le monde et tout le monde me faisait la bise et je trouvais que c'était un petit peu, très, Intrusif. bah, ouais ou même très, comment dire? Un peu prout-prout quoi, de se dire: «Ah tiens, on se fait pas un bon hug, britannique». Ça se fait Ouais, pas du tout, en France et la bise se fait pas du tout, en tout cas pas de la même façon, en ouais. Angleterre ou même en Allemagne. Donc ça a été ça a été difficile, ouais, le fait, en Angleterre, ce qui était difficile, en fait, c'est que j'étais vraiment intégrée qu'avec des Britanniques, que je connaissais pas Mmh. français et très peu d'étrangers et que je pouvais pas trop partager, ben, toutes mes difficultés. En Allemagne, ça a été plutôt le côté, ben, pratique, technique de s'intégrer dans une ville qui est assez compétitive et la barrière de la langue aussi. Ouais, je comprends très bien. Pour votre avenir, pour votre futur, vous voyez rester en Allemagne? Vous pensez repartir? Partir dans un autre pays ou vous vous sentez vraiment bien et vous ne voyez pas aller ailleurs? Pour l'instant, on se voit pas aller ailleurs. Tu vois, d'où cette question d'apprendre l'allemand parce que si, là, ça va faire, tu vois, ça fait combien de temps? 2007, ça va faire 3 ans qu'on y est, donc là, je pense qu'on va vraiment se poser la question: «Est-ce qu'on veut y rester sur le long terme?» Donc oui, moi, j'aimerais bien rester. Alors comme je te disais au début, je me posais vraiment la question: «Est-ce qu'avoir, des enfants, dans un pays étranger quand on est avec une personne qui est d'une autre nationalité, c'est pas un peu compliqué?» Oui, parce que du coup, ça fait trois langues pour l'enfant, trois cultures différentes. Comment on lui parle, qu'est-ce qu'on lui inculte, qu'est-ce qu'on lui donne comme bagage culturel en premier. C'est J'avais difficile, hein. voilà, j'avais peur de ça et puis, c'est vrai que j'avais peur, je me disais: «Bon, bah, il va parler anglais puisque c'est une, voilà, mon copain est anglais, que c'est une ville, où tout le monde parle anglais. Il aura forcément la culture allemande parce qu'il va aller à l'école. Mais qu'est-ce qui va lui rester du français? Ça fait 3, ça va faire beaucoup. Peut-être il voudra pas apprendre le français» ou j'avais vraiment cette peur, en fait, de pas réussir, à transmettre, ben, mon héritage, on va dire, culturel et cetera. Et en Mhm. fait, à Berlin, il y a énormément de familles, comme ça, dans notre cas. Moi, j'ai énormément d'amis, enfin, je connais très peu de couples, en fait, qui ont la même nationalité et D'accord. tu vois, par exemple Et ils arrivent en fait à partager et à donner de toutes les cultures à leur enfant. voilà, c'est ça et puis il y a aussi beaucoup d'écoles internationales. Donc en fait, il y a des possibilités, D'accord. de choisir, en fait, dans quelle école tu veux mettre ton enfant et de lui offrir l'opportunité d'apprendre plusieurs langues en même temps. Pour Ouais. avoir parlé, avec des personnes, des parents comme ça qui avaient plusieurs nationalités différentes, ils expliquent qu'effectivement, l'enfant, peut mettre plus de temps à apprendre une langue plutôt qu'une autre au début, mais que c'est totalement normal. Mais après, c'est enfin, pour moi, je pense que c'est une richesse et au-delà de ça, hem, élever un enfant à Berlin, c'est une ville qui est très, kid friendly et de manière générale, l'éducation à l'allemande, je trouve que c'est très, très libéré, très, l'enfant est vraiment très libre. Enfin, on voit par exemple à l'école, les élèves vont à l'école que le matin et font des activités l'après-midi, ce qui n'est pas du tout le cas en France et je suis assez d'accord avec ce mode d'éducation et je trouve que ce serait une chance, en fait, Mhm. que d'offrir une éducation à un enfant, bah, qui peuvent bénéficier de plusieurs, cultures et aussi de l'éducation, comme ça, un petit peu à l'allemande. Même si j'ai pas approfondi le sujet, donc je peux pas en parler, mais c'est vraiment, une vision générale que j'ai. Donc là, maintenant, je pense que ça me fait moins peur, mais je pense que dans tous les cas, c'est quand même plus compliqué que quand on est dans son pays et qu'on n'a pas, ces problèmes de langue, de culture et cetera.
à penser, en fait. Mais en même temps, voilà, moi, ça m'a tellement apporté de vivre à l'étranger et de voir, comment ça se passait dans d'autres pays que de l'offrir à un enfant dès sa naissance. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, en fait. Ouais, de lui donner cette chance-là. Oui, voilà et en fait, ce qui est bizarre aussi, c'est de dire si j'élève un enfant en Allemagne, il va être allemand, alors que moi-même, je me sens pas vraiment allemande aujourd'hui. C'est assez bizarre, mais en fait, je pense que tout se fait, progressivement, le temps de Par étapes. et ouais, voilà, enfin, j'aurai pas d'enfant, demain ni l'année prochaine, hein. C'est pas un projet, comme ça qui est encore, Mmh. qui est d'actualité pour l'instant. Mais, forcément, je me pose la question, puisque quand on s'imagine à long terme dans un pays, on imagine, bah Bah, sa vie de famille, ouais. ouais. Mais déjà, on se rend compte par ton témoignage que, tu as franchi de nombreuses étapes. Tu pars, donc il y a 5 ans en arrière, besoin de changement et tu as réussi à accomplir ton rêve de partir, en Asie. Tu as vécu 1 an, en Angleterre. Vous êtes ensuite expatrié sans rien avoir, en Allemagne, à Berlin. Et tout ça, c'est des étapes que tu as franchies au fur et à mesure, des barrières que tu as débloquées. Et même si tu ne parles pas encore allemand, voilà, t'as fait vous avez tous les deux un beau bagage ensemble. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, j'avais jamais fait le bilan comme ça en 3 ou en 4 ans, on va dire. Mais, effectivement, on a fait étape par étape et là, du coup, on commence à avoir, une stabilité, on va dire. Tu vois, on a enfin trouvé un appartement où on est, locataires principaux, donc, Ouais, vous vous sentez bien. on se sent bien, on se sent chez nous, en fait. Voilà, on a notre nom sur la sonnette et ça, c'est un peu le C'est vrai. le summum, tu vois, de se dire, «C'est chez nous, en fait, on n'est pas en sous-location, on Ouais. ne va pas nous virer». Moi, je suis en CDI, actuellement, même en France, j'ai jamais été en CDI. Donc vraiment ça permet de s'ancrer, en fait, là où on est et de se dire que finalement, en persévérant un petit peu, bah, on y arrive, que c'est possible, encore une fois et puis après, bah, il y a forcément d'autres challenges qui vont arriver, dans la vie. Ouais, par la suite. Ouais, non, c'est, ouais, un accomplissement, mais c'est aussi, je pense que moi, je suis en phase avec ce que je voulais être et dans aussi de manière avec, dans la ville où tu vois, c'est, j'aime cette ville parce que, j'aime les gens, l'énergie qu'il y a, et toute la culture, tu vois? Je me sens vraiment en harmonie, en fait, avec ça et du coup, je suis assez en paix. Enfin, ça me permet de, voilà, de me sentir bien et puis de pouvoir me focaliser sur d'autres projets, en fait. C'est le plus important, d'arriver à te projeter du coup, quoi. Une fois qu'on se sent bien, qu'on est posé, on arrive plus à s'imaginer et à voir plus loin. Ouais, voilà, c'est ça, même si bon, il y a encore des barrières, hein, mais Bien sûr. oui, déjà de se dire: «Bon, bah, voilà, je suis dans une ville où je me sens bien, en fait, j'ai envie d'y rester, de découvrir encore cette ville», il y a pas, cette idée de dire: «Bon, bah, voilà, il faut que je trouve un autre endroit», voilà, non, c'est là, Berlin, c'est vraiment un endroit où je me sens bien et aussi c'est pas trop loin de la France, tu vois? Par exemple, m'expatrier, ben, aux États-Unis, par exemple, ou au Canada. On avait cette idée d'aller au Canada aussi avec mon copain. Bah, on l'a très vite, abandonné déjà quand on a vu combien c'était compliqué de s'installer dans un pays voisin du nôtre, Mm. mais aussi parce que vivre dans un autre continent, c'est quand même d'autres contraintes, notamment quand tu as une famille, pour aller visiter la famille, enfin Ouais, c'est vraiment différent. Nous, en 2 heures d'avion, on est chez nous, en fait, ouais, donc c'est une expatriation qui est quand même, douce, on va dire. ouais, tu as raison. On aime bien demander à nos invités des endroits, 3 endroits, 3 lieux à découvrir dans la ville où ils sont expatriés. Quels seraient les endroits que tu pourrais proposer, que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs? Ah! Il y en a trop. Il y en a trop. Il faut restreindre. 3 endroits, 3 lieux Hem, incontournables à Berlin. Pour quelqu'un qui viendrait passer 1 jour, 2 jours, 3 jours. alors bon, je vais pas dire tous les monuments, on va dire les plus connus parce que ça vous pouvez les trouver n'importe où, mais moi je vous Mmh. conseillerais déjà d'aller sur la Karl Marx Allee. En fait, c'est une grande avenue qui a été construite, donc à Berlin-Est, par la RDA et qui en fait D'accord, symbolisait la grandeur de l'empire, bah, soviétique et de la RDA et en fait, c'est une architecture, typiquement stalinienne, typiquement russe, tu vois, de la Russie de Staline. Donc c'est d'accord. impressionnant, c'est une rue qui fait je sais plus combien de mètres de large, avec des bâtiments immenses et tous identiques et Oh, c'est très bizarre. c'est bizarre, mais c'est beau en même temps parce que tu vois, ils ont fait ça il y a des espèces de colonnes un petit peu à la grecque avec les façades qui sont en espèce de, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est de la, je sais pas si c'est du verre ou quelque chose comme ça, mais
c'est très, très particulier. J'avais jamais vu ça avant, en fait, et quand je suis arrivée là, je me suis dit: «Mais où je suis, en fait?» Et c'est Ouais. impressionnant et en fait, sur cette avenue, si vous vous mettez au milieu, vous avez vraiment une vue, droite sur, la TV Tower, la tour de la télévision. Donc ça peut faire des photos, géniales, des perspectives géniales et au-delà de ça, c'est un endroit, enfin, qui est bourré d'histoire et ouais, qu'on pense pas forcément aller voir, mais que moi, je vous conseille vraiment d'aller checker. Donc ça, c'est le premier endroit. Ensuite, bon, il y a un endroit qui est assez connu, mais que quand même je recommande, c'est donc dans le quartier de Kreuzberg. Donc Kreuzberg, c'est un quartier de l'Ouest qui est, le quartier un petit peu, multiculturel de Berlin. Donc la population turque, donc qui est arrivée dans les années 70 s'est installée là et c'est là aussi où il y avait beaucoup de squats et de punk. Donc il y a un petit peu un mix de ces 2 populations qui a créé une ambiance assez bohème, hipster. Bah, maintenant c'est très hipster, il y a beaucoup voilà, de gens un petit peu comme ça branchés qui se sont installés. Il y a vraiment un mix, c'est assez populaire. Il y a une rue qui s'appelle l'Oranienstraße où il y a plein de petits cafés comme ça, enfin très coloré, il y a beaucoup de street art, de graffiti aussi et et en fait, c'est une rue, enfin, c'est un quartier qui est connu parce qu'il y a pas de chaîne. En fait, ce sont les habitants se battent pour que, D'accord. par exemple, ils se sont battus pour que Google n'installe pas ses locaux ici. Ils se battent pour qu'il y ait pas de chaîne, il y a pas de McDo, il y a pas de Subway, il y a pas de tous ces c'est que des petits cafés indépendants. Hem Et du coup, c'est D'accord. un endroit, qui est typique en fait, de Berlin, qui est vraiment, pour moi, ça fait partie de l'ADN de la ville. Donc c'est sympa d'y aller faire un tour, de marcher, sur cette rue et de voir les rues alentours. D'accord. Est-ce qu'il y a un dernier endroit, un endroit où on peut manger, boire un verre, quelque chose de très typique à Berlin? Alors moi, je vous dirais, alors c'est un endroit, qui est, plutôt là, enfin que je vous conseillerais en été. C'est un endroit qui s'appelle le Holzmarkt, marché, de bois. Mmh. C'est au bord de la rivière, donc la ville est traversée par la Spree, donc c'est une rivière. Et en fait, donc c'est un endroit un peu culturel, donc il y a plein de maisons de briques et de broc en bois, beaucoup de street art aussi, c'est un petit peu hippie, c'est un peu un village hippie et donc vous avez des stands, enfin de pizza, de boissons et cetera et en fait, l'idée c'est de vous installer comme ça avec votre bière sur le bord de la Spree. En fait, il y a une vue, le coucher du soleil est superbe. En fait, il y a une vue sur la tour de la télévision, sur la rivière et la vue sur le coucher du soleil est géniale. Et en fait, il n'y a pas de barrière en fait, qui sépare le rivage de la rivière. Vous pouvez vraiment vous mettre au bord de l'eau. La nuit, il y a des feux de camp qui sont allumés. Puis c'est très coloré, voilà, c'est très hippie comme atmosphère, mais c'est très Berlin. Donc c'est un endroit que je recommande vraiment euh, aux personnes qui viennent. Alors plutôt l'été, l'hiver, il y a un marché de Noël, mais sinon c'est fermé. Voilà. D'accord, ça a l'air super sympa, ça me donne envie. Ouais, non, c'est génial, c'est vraiment chouette. OK, ben merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour toi et ton conjoint, pour la suite? Qu'on continue notre installation. Moi, je voudrais me lancer en freelance et pour qu'on soit tous les 2 freelance et qu'on puisse peut-être un peu, tu vois, voyager comme ça tout en restant basés à Berlin. Voilà, moi, c'est ce que j'aimerais pour la suite. D'accord, ben vraiment, c'est ce qu'on vous souhaite alors, de pouvoir, que tous vos projets futurs, se réalisent et que vous soyez, pleinement heureux dans cette ville que maintenant j'ai très envie de découvrir. Ce sera pas pour tout de suite. OK, bah, merci. Merci à toi Elodie, on te souhaite, tout le meilleur et bien plus encore et à bientôt. Merci, bah, merci beaucoup de m'avoir, donné la parole. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Merci à notre invité d'avoir accepté de témoigner à notre micro, j'espère que cela vous aura plu. Si vous souhaitez nous aider à grandir, vous pouvez vous rendre sur votre plateforme de podcast préférée. Apple, c'est le must, pour nous mettre de nombreuses étoiles et nous laisser un avis. Cela aide le podcast à gagner en visibilité et pour nous c'est encourageant et ça nous motive à nous dépasser et à vous proposer des épisodes toujours plus géniaux. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec l'équipe, notre invité et même entre vous auditeurs. Vous êtes une communauté géniale et nous vous en remercions. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.